Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'aviation civile, on va parler de Boeing, de sécurité aérienne et de l'avenir du deuxième constructeur aéronautique mondial, ou premier selon les années. Avec un petit constat, les médias veulent ce storytelling autour du fait que Boeing va mourir, Boeing va disparaître, ça va plus, ils pourront jamais se relever, c'est une catastrophe. Alors ils ont des problèmes, ils ont des difficultés très importantes. Quand je réponds aux médias, on coupe mes réponses pour faire un storytelling qui n'est pas exactement celui que j'essaye d'expliquer. Donc on va prendre quelques minutes ensemble, prendre un petit peu de recul, voir ce qui s'est passé dans les dernières années, depuis 6-7 ans, et voir de quelle manière ils sont en train d'évoluer, et pourquoi on est en train de charger la barque de manière abusive sur Boeing, de mon point de vue. Avant de continuer, un petit mot de notre partenaire grâce auquel on peut faire ces vidéos, et aujourd'hui c'est NordVPN. Parce qu'un VPN, ça a plusieurs intérêts. D'abord, ça va vous permettre de vous protéger contre la surveillance en ligne. Par exemple, personnellement, je vais régulièrement en Ukraine. Je ne veux pas forcément que tout le monde sache ce que j'y fais. Je ne sais pas si mon réseau est surveillé et donc ça permet de me protéger. Ensuite, ça permet de sécuriser les connexions Wi-Fi en ligne, que vous soyez dans un hôtel, dans un restaurant, dans un supermarché. Si vous vous connectez au Wi-Fi public, il est possible d'être intercepté parce que la totalité du flux de données va être chiffrée de A à Z et quiconque pourrait tenter d'intercepter vos éléments ne serait pas capable de les lire. Et le troisième élément, c'est que ça permet aussi de nous faire apparaître dans un environnement dans lequel on ne se trouve pas. Par exemple, vous pouvez faire semblant d'être aux États-Unis, ce qui vous permet d'avoir accès à des vidéos en streaming en avance par rapport à la sortie officielle que vous auriez en France. Donc vous aussi protégez-vous avec NordVPN en suivant le lien qui est en commentaire de cette vidéo, nordvpn.com/titelman, comme ça vous pourrez continuer à naviguer en toute sécurité. Allez, on retourne à notre vidéo. Alors, on revient à notre sujet d'abord avec le passif du Boeing 737 MAX. Je vous rappelle l'histoire, une version ultime du Boeing 737 a été développée pour répondre à l'Airbus A320 Neo qui était un succès incroyable quand il a été lancé. Pour améliorer l'efficacité énergétique de l'avion, ils ont dû mettre des moteurs plus gros, des moteurs Safran, et donc ces moteurs étant plus gros, ils ne passaient plus directement sous l'aile de l'avion parce que c'est un avion qui a, il est court sur pattes, on pourrait le dire. Ce qui fait qu'ils ont dû déplacer le moteur pour mettre un petit peu plus à l'avant. Et dans ces conditions-là, il y a certaines situations, notamment au décollage, dans lesquelles la sensation du pilote ne devait plus être la même. Vous savez, il y a deux philosophies qui sont très différentes entre Airbus et Boeing. Boeing est resté sur ses fondamentaux historiques dans lesquels le pilote ressent le poids dans le manche, c'est-à-dire qu'il a des sensations qui vont lui donner des indications sur la conduite de sa machine, tandis que chez Airbus, ce sont des joysticks et qui vont avoir une intelligence derrière, qui vont empêcher le pilote de faire des erreurs. C'est-à-dire que l'avion va refuser de faire des virages, par exemple, au-delà de 67 degrés d'inclinaison, alors que chez Boeing, c'est le poids dans le manche qui va dire au pilote « attention, tu es en train de trop te pencher ». C'est-à-dire que le poids dans le manche est une indication importante pour le pilotage chez Boeing. C'est-à-dire que quand le pilote tire sur son manche, il doit avoir un poids qui va être représentatif de ce qui se passe pour l'avion. Et donc typiquement au décollage, quand le pilote tire de 10 cm, ça doit faire 10 kg, 20 cm, 20 kg, 30 cm, 30 kg. Les chiffres que je donne sont faux, mais c'est proportionnel. Le problème, c'est qu'avec le nouvel emplacement de ces moteurs, cette progressivité n'était plus assurée. Par exemple, ça faisait 10 cm, 5 kg, 20 cm, 10 kg, et 30 cm, ça revenait à 8 kg. Encore une fois, les chiffres que je donne ne sont pas faux, mais pour vous expliquer le concept. Donc, Boeing a choisi de faire une extension de son système qui s'appelle le Speed Trim System, qui va donner une indication. Par exemple, si le pilote sent que son manche le tire vers l'avant, ça veut dire qu'il faut rendre un petit peu la main, ça veut dire qu'il était trop lent, et ça va permettre à l'avion de se remettre gentiment en descente et donc de reprendre de la vitesse. Donc il a une indication. Et donc il a été décidé de faire une extension à ce Speed Trim System, qui s'appelle donc le MCAS, qui devait permettre de garantir une progressivité du poids du manche. Sauf que pour générer ce poids dans le manche, ce n'est pas un poids qui est factice, ce n'est pas un manche avec retour de force comme quand on joue avec des jeux vidéo. Il y a réellement le poids aérodynamique de l'avion qui s'écoule sur la queue de l'avion, sur l'appareil. Et c'est ça qu'ils vont ressentir dans leur manche, c'est réellement une contrainte aérodynamique. Ça, c'est important pour la suite. Ce qui se passe, c'est qu'accessoirement, dans la conception, ils sont partis du principe que l'information qui arrivait au MCAS ne provenait que d'une seule sonde. Il n'y avait pas de redondance dans la sonde, et ça, évidemment, en aéronautique, c'est quelque chose qu'on n'aime pas du tout. Les ingénieurs sont partis d'un principe. Si jamais la sonde ne marche pas et que le système se déclenche de manière inopportune, dans le pire des cas, les pilotes se retrouvent dans une situation qu'on appelle un trim runaway, c'est-à-dire qu'on a une roue centrale qui va se dérouler, qui est la roue du compensateur, et c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans une panne qui est gérable.
Donc dans le pire des cas, si le système s'emballe, on revient à une panne qui est gérable par tous les pilotes de Boeing depuis le Boeing 707, depuis 60 ans. Ils savent gérer cette situation. Et c'était une exigence également des compagnies aériennes qui ne voulaient pas avoir de formation spécifique pour ce nouvel appareil, pour cette nouvelle version de l'appareil. Donc on se retrouve sur une situation où il y a un système qui potentiellement peut faire qu'une panne qui avait quasiment disparu, le trim runaway, donc le déroulement du compensateur, si jamais ça arrive, Boeing considère que c'est une panne gérable et donc il n'y aura pas de problème. Dans les faits, la première fois que l'avion a volé avec ce système, la compagnie Lion Air avait fait une maintenance impropre, c'est-à-dire qu'ils avaient acheté des pièces d'occasion dans une décharge aéronautique. Ils l'avaient mis en place, ils n'avaient pas vérifié que la pièce ne fonctionnait pas, et quand cette sonde d'incidence ne fonctionnait pas, effectivement, ça a déclenché le MCAS. Dans l'avion, il y avait les deux pilotes qui effectivement ne savaient pas gérer la situation, et coup de bol, ils avaient entre eux deux un pilote plus expérimenté, qui leur a dit, bah voilà, s'il y a un trim runaway, je suis pilote de Boeing, donc comme sur tous les Boeing, on va couper électriquement ces roues qui sont en train de se dérouler et on va trimer l'avion à la main. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un système électrique qui compense automatiquement pour réduire le poids dans le manche du pilote, il faut le faire à la main en déroulant cette roue, et je vous renverrai vers des vidéos que j'avais fait à l'époque avec Arnaud quand on faisait des séances de simulateurs de vol. Donc, c'était une situation, effectivement, qui était gérable. Le pilote a géré la situation, ils se sont posés en toute sécurité, c'était un vol inconfortable parce qu'ils devaient gérer le trim en permanence, mais ils ont réussi à se poser. Et donc effectivement, si le MCAS se déclenche de manière inopportune, quand il se déclenche sans qu'on le sache, bah, le poids dans le manche est proportionnel, donc il n'y a pas de souci, mais s'il se déclenche de manière inopportune, c'est gérable. Le premier accident, du coup, il arrive dès le lendemain de ce déclenchement inopportun, parce que dans la compagnie Lion Air, les pilotes qui ont eu le problème ne vont pas le dire. Les techniciens au sol vont juste réinitialiser les machines pour faire disparaître les voyants orange en disant qu'il n'y a pas eu de problème. Et le lendemain, les pilotes qui arrivent, ils remettent le compensateur, électriquement, ils vont le relancer sans se poser de questions. Et quand eux, ils vont avoir le MCAS qui vont se déclencher, puisque la sonde n'a pas été changée, puisqu'elle ne marche pas depuis la veille, eh bien, eux, ils ne vont pas savoir gérer la situation. Et quand le trim va se dérouler, ils vont avoir le compensateur donc, qui va se mettre en position de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Ils vont avoir des dizaines de kilos de poids dans le manche qui ne vont pas être capables de compenser, et ça va aller jusqu'au crash. Donc, Boeing dit, ouais, en fait, bon, on ne vous avait pas expliqué qu'il y avait dans l'avion ce nouveau système, mais en fait, c'est gérable. Voilà de quelle manière est-ce qu'on gère cette panne en désactivant le trim, et de toute façon, vous pouvez le compenser à la main également. Quelques mois plus tard, en 2019, ça se reproduit encore une fois sur Ethiopian Airlines. Les pilotes, on peut évidemment, c'est facile de taper sur ceux qui sont morts. Les pilotes n'appliquent pas parfaitement la procédure telle qu'elle a été expliquée, réexpliquée par Boeing. Et donc c'est à ce moment-là que l'avion va être cloué au sol. Moi j'ai été fin 2019 chez Boeing à Seattle. J'ai pu faire du simulateur de vol avec le chef pilote d'essai. Il m'expliquait qu'il avait fait 150 décrochages sur le 737 MAX avec la nouvelle version du système qui était corrigée, qui prenait en compte les deux sondes d'incidence, que la sonde d'incidence était maintenant de série, ce qui n'était pas le cas par le passé, ou en tout cas l'indicateur n'était pas de série, que le système ne se déclenchait plus qu'à une seule reprise, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'emballer de manière infinie. Et donc ça a été satisfaisant pour le régulateur qui a fini par réaccepter que l'avion revienne en vol. Mais à la base, le directeur de Boeing que j'avais vu à l'époque, il avait très clairement dit « We didn't make the MCAS right », c'est-à-dire qu'ils n'ont pas conçu correctement le MCAS, et donc malheureusement, ils l'ont corrigé. Mais évidemment, quand vous avez un avion sur lequel il y a eu un défaut de conception qui a provoqué des accidents, même si les fautes sont partagées, vous regardez les rapports sur le Lion Air, il y a les problèmes de la maintenance, il y a les problèmes chez Boeing, il y a le problème de la certification et il y a le problème de pilotage. Il y a 4 responsabilités, on a retenu que Boeing, parce qu'évidemment c'est plus sexy. Mais l'avion, il est rétabli, l'avion il fonctionne, l'avion il vole ce système qui était incriminé, il y a maintenant des millions d'heures de vol dessus, il n'y a aucun problème, on sait que ça fonctionne parfaitement, il n'y a plus de problème de conception sur les avions de Boeing. Le deuxième problème chez Boeing, ça a été ce qu'on appelle le contrôle qualité, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'appareils qui ont pu être livrés sans que toutes les pièces soient aux normes exigibles par Boeing et confirmées par les autorités de sécurité aérienne, la FAA aux États-Unis et la EASA en Europe.
qui ont une réciprocité dans la validation des avions. Quand un avion est validé aux États-Unis, il peut voler en Europe et inversement. Et donc le problème, c'est qu'ils ont eu par exemple des sortes de petits débris qui restaient, des débris de métaux microscopiques qui restaient dans les réservoirs de certains Boeing 737 MAX. Et donc évidemment, c'est gênant. Il y a eu des pièces de titane qui avaient été livrées sur lesquelles il y avait des micro-fissures qui n'allaient pas jusqu'à la fissure, mais qui ont été livrées malgré les micro-fissures. Et donc évidemment, c'est un problème. On a eu des incidents graves, par exemple sur ce cas où une porte s'est arrachée parce que les boulons n'étaient pas correctement serrés. Donc ça, c'est parfaitement inacceptable. Heureusement, ça ne va pas jusqu'à l'accident. Et ça, c'est de la faute du contrôle qualité chez Boeing ou chez son sous-traitant, si c'est lui qui était en cause. C'est-à-dire que malgré leurs efforts, ils ne sont pas encore revenus à ce qu'on peut considérer comme normal dans un grand avionneur qui n'aurait pas de défaut. Quand vous regardez ce qui se passe chez Airbus, regardez les systèmes qui ont été développés par exemple sur les big data. Moi, j'ai travaillé par exemple sur Skywise, les systèmes de big data chez Skywise. À la base, c'est un projet interne à Airbus qui a été développé pour améliorer le contrôle qualité et le suivi des avions et la maintenance. Et maintenant, c'est étendu aux compagnies aériennes et tout le monde. Donc c'est un truc qui marche super bien. C'est la même chose chez Dassault Aviation, quand ils ont leurs Falcon qui sont assemblés. Quand on va sur les lignes, on voit, ils ont par exemple les écrous, les vis, quand elles sont mises en place, les sortes de visseuses, il y a des sortes de puces RFID qui vont lire que telle vis a été mise à tel endroit et qu'on a mis telle force dans le serrage. Donc il y a une traçabilité qui est complète. Et a priori, c'est ce genre de choses qui a fait défaut chez Boeing, sur lequel ils font des efforts évidemment pour remonter au niveau et pour faire disparaître ces écarts dans le contrôle qualité. Mais personne n'a de doute sur le fait que même si aujourd'hui ça fait du bruit médiatique, à terme, évidemment qu'ils arriveront à réparer le contrôle qualité et que tout ça, ce sera bientôt derrière eux. Par contre, on charge la barque dans le sens où on va commencer maintenant à considérer que tous les petits événements autour de Boeing sont de la faute de Boeing. Et ça, c'est pas le cas, parce que dans la vie de l'avion, dans son exploitation, Boeing est responsable de faire des avions dans lesquels il n'y a pas de défaut. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de défaut dans les avions de Boeing. Même ceux qui ont été livrés avec la première version du MCAS, ils ont été corrigés, évidemment. Les avions, ils sont fournis avec de la documentation technique, avec des exigences de certification et des exigences sur la maintenance. Et c'est la compagnie aérienne qui est en charge de la maintenance. Mais si une compagnie ne fait pas la maintenance correctement, c'est pas Boeing. Sauf que, médiatiquement, c'est quand même Boeing. Vous avez par exemple récemment eu ce Boeing 747 sur lequel il y avait un incendie sur son moteur au décollage. C'était un Boeing 747, un avion cargo. Il y a eu un incendie sur son réacteur, c'était de mémoire un GE. Et tout le monde a foncé sur Boeing. Sauf que le motoriste, ce n'est pas l'avionneur. Quand vous achetez un avion, vous avez le choix d'avoir plusieurs moteurs différents. Il y a des motoristes qui sont en concurrence. Et quand vous volez sur un type d'appareil, vous avez plusieurs marques différentes. La maintenance doit être réalisée par la compagnie aérienne ou par ses sous-traitants. Là, par exemple, dans ce cas-là, on a tapé sur Boeing, alors que finalement, c'était la maintenance réalisée par un sous-traitant. De mémoire, c'était la compagnie Atlas, qui était défaillante, qui avait été faite quelques jours avant, et qui était mauvaise. Il y a quelques mois, en Russie, il y a un Boeing sur lequel il y a eu également un problème sur un moteur. Le moteur s'est éteint en vol, là-bas également. C'était la faute de la maintenance. On a accusé Boeing d'avoir été en cause, alors que là aussi, ils étaient parfaitement innocents. Et des cas comme ça, je pense également, c'était en Asie. Vous aviez un appareil sur lequel ils avaient une fissure. Vous savez que les vitres, par exemple, le cockpit, le pare-brise, il y a 4 épaisseurs de verre. L'épaisseur de verre extérieure était fissurée, il n'y a pas de problème de dépressurisation ni quoi que ce soit. Ils se sont reposés, ça s'est su dans les médias, et tout le monde dit, dis donc, Boeing, c'est vraiment nul. Sauf que ce n'est pas de leur faute. La semaine dernière, il y a un Boeing qui perd une roue au décollage. Les roues des Boeing, le train d'atterrissage du Boeing, on sait qu'il fonctionne. C'est un avion qui existe depuis quasiment 30 ans. Il n'y a pas de problème sur la conception de l'appareil. Mais si la compagnie aérienne fait une maintenance de travers, si les pièces qu'ils vont acheter auprès de sous-traitants sont défaillantes, c'est plus Boeing qui est en cause. Sauf que dans les médias, on veut charger la barque sur Boeing. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu des écarts, ils ont été corrigés. Mais ça, c'est pas leur faute. Et ça donne cette impression désagréable d'avoir des problèmes en permanence. Le 8 mars, il y a cette sortie de piste sur lequel il y a un avion, comme il fait une sortie de piste, il va s'effacer, le train d'atterrissage va s'effacer. C'était encore une fois sur un 737 MAX 8, donc c'est toujours bien de pouvoir dire du mal du 737 MAX, sauf que si vous regardez sur un Airbus, l'avion est tordu. Et on n'en a pas parlé.
Voilà, parce que comme c'est un Airbus et que maintenant on est habitué à taper sur Boeing, voilà, on ne parle plus des événements autour d'Airbus, donc tant mieux pour Airbus. Hein. Mais médiatiquement, il faut bien comprendre, non, Boeing n'est pas mort, personne n'a retiré sa confiance à Boeing, les passagers, je comprends qu'ils puissent avoir peur de l'appareil, que certains d'entre eux puissent se poser des questions sur la fiabilité, donc dans les compagnies aériennes, on voit que des gens essaient d'éviter de voler sur Boeing quand ils ont le choix. Tout comme à l'époque du Rio-Paris, des gens évitaient de voler sur Airbus à 330 en disant oh, on va plutôt choisir Boeing. D'ailleurs, historiquement, if it's not Boeing, I'm not going. C'était une expression, voilà, les gens préféraient Boeing parce que c'était plus fiable par rapport à la concurrence internationale. Il n'y avait pas encore totalement Airbus à l'époque. Donc il faudrait vraiment avoir cette conscience que les compagnies aériennes, les pilotes, ne retirent pas leur confiance à Boeing. Ils savent que leurs avions sont conçus correctement. Ils ont des problèmes sur le développement parce qu'ils ont pris énormément de temps pour réparer les erreurs qu'ils avaient fait sur le MAX. Donc ils ont des centaines de milliers de jours ingénieurs qu'ils ont passés sur d'autres appareils. Et donc par exemple le 777X est un avion qui est en retard. Ils ont également leur avion ravitailleur. On sait que le concurrence avec Airbus c'est à l'avantage d'Airbus et en plus ils ont du retard. C'est un programme qui leur coûte de l'argent et qu'ils n'arrivent pas encore pour l'instant à bien exporter, si ce n'est en Israël et au Japon parce que c'est des alliés traditionnels qui n'achètent que Boeing de toute façon. Mais globalement, ils ont des difficultés sur certains développements, y compris dans le spatial. Ils ont des difficultés sur le développement d'appareils militaires et civils, mais il n'y a pas de doute sur leur capacité à remonter la pente. Les professionnels de l'aérien, les compagnies aériennes, les pilotes n'ont pas retiré leur confiance à Boeing. Ils peuvent avoir des préférences, ils préfèrent Airbus parce que c'est plus confortable, ils préfèrent Boeing parce que quand il y a une panne, ça se gère plus facilement. Ils peuvent vous donner plein de raisons pour être amoureux de l'un ou de l'autre, parce que historiquement, etc. Mais les compagnies aériennes, ce qui leur intéresse, c'est est-ce que ces avions sont fiables? Oui, les avions de Boeing sont fiables, ils ont été corrigés pour le défaut qu'il y avait sur le 737 MAX. Le contrôle qualité, les écarts, c'est malheureux, mais ils finiront évidemment par les réparer. Et les écarts qui sont considérés aujourd'hui, heureusement, ne vont pas jusqu'à l'accident. On espère que ça va continuer comme ça. Vous avez beaucoup de Boeing qui sont en fin de vie également, parce que c'est une compagnie qui dominait le ciel. Plus de la moitié des avions dans le monde sont des Boeing. Donc les avions qui ont 30 ans, qui sont en train d'arriver en fin de vie, qui sont mal exploités à Cuba, en Afrique, etc., en Indonésie, ça provoque plus d'accidents sur des vieux Boeing qui sont en fin de vie ou alors qui sont mal maintenus. Donc ça aussi, c'est fait qu'il y en a plus dans les médias. Mais pour acheter les avions neufs, on sait que les avions ont la même fiabilité que vous soyez sur Airbus ou sur Boeing, que c'est des appareils qui seront fiables sans aucun doute, que les avions qui seront livrés dans 2-3 ans, quand vous achetez un avion aujourd'hui, il va être livré quasiment en 2030. Donc il n'y a pas de problème, on sait que les avions seront fiables à cette échéance. Et en termes d'efficacité énergétique, en termes de confort, voilà, c'est plutôt ça qu'ils vont regarder les compagnies aériennes. La sécurité des avions est la même que vous voliez sur Airbus ou sur Boeing. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il fallait que je fasse ma petite sortie quotidienne, donc c'était l'occasion de vous parler en même temps. Voilà, sans note, j'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. Je vous mettrai tout plein de liens en commentaire épinglés de cette vidéo. Puis je vous dis dans tous les cas, à très bientôt. Je sais que historiquement, vous me connaissez peut-être plus maintenant sur la chaîne pour les questions militaires. Il faut savoir qu'au début, j'ai commencé avec ces questions d'aviation civile, de sécurité aérienne. Quand je parlais de militaire, ça ne marchait pas. Par exemple, je vous mets en lien une vidéo sur l'invasion de l'Afghanistan, l'analyse des opérations aériennes pour envahir l'Afghanistan. C'est des vidéos qui ne marchaient pas du tout à l'époque. Les gens voulaient que je parle d'aviation civile. Moi, j'étais passionné des deux, mais les gens ne voulaient pas parler d'armée jusqu'à il y a 2 ans. Et moi, j'interviens dans les médias. C'est plus de 10 ans que j'interviens dans les médias pour des questions principalement d'aviation civile au début. Donc, pour ça que vous me voyez un petit peu sur ces 2 sujets. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être toujours aussi nombreux.